Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan à côté, Jérôme Sossou et Emmanuel Vivien Tomi. Pour la suite des débats, nous prenons la direction du Soudan pour parler de la guerre qui continue dans ce pays. 3000 morts au moins au Soudan depuis le déclenchement de cette guerre qui a commencé le 15 avril. Finalement, la guerre se prolonge, on n'est pas prêt de la terminer et Khartoum s'enfonce de plus en plus dans cette guerre. Emmanuel Vivien Tomi. Mais vous savez que toute guerre commence par la violence et se termine par la table ronde. Mais c'est un moment que les puissances, surtout occidentales, utilisent pour se tester et pour se donner des coups. Aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, c'est que d'autres personnes tapis dans l'ombre utilisent les généraux pour des règlements de compte. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que quelque part les généraux aussi n'ont pas vraiment décidé d'aller en guerre? Quand vous avez un général qui a une nationalité d'une puissance que je n'aimerais pas encore préciser. Tout le monde peut avoir une double nationalité oui, dans certains pays. Maintenant, et ce pays ou cette puissance a des intérêts directs à protéger dans le pays, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, ceux qui sont les protagonistes montrent qu'ils s'en foutent de la vie des citoyens soudanais. Ce qui leur importe, c'est qu'ils puissent être proclamés vainqueurs de cette guerre horrible, de cette guerre inhumaine, parce qu'il y a même un code pour la guerre. Il y a des lois qu'il faut respecter même en guerre. Il y a la charte pour ça. Et donc, aujourd'hui, les citoyens sont tués, d'autres sont obligés de s'exiler. Dans quelles conditions? Et il y en a qui meurent de faim. Parce que c'est ça aussi une réalité. Difficile de se ravitailler. Difficile de se ravitailler. Et puis, tu as peur de mourir. Donc, soit tu sors et puis tu attrapes une balle, ou bien tu restes là et puis là vient te chercher pour t'amener. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, on a comme l'impression que ça fragilise aussi l'Union africaine. Du moment où l'Union africaine n'arrive pas à s'imposer, comme toujours, dans cette crise-là. On voit plutôt que c'est d'autres personnes, d'autres pays qui essaient de tenter une réconciliation, une médiation. Si l'Union africaine s'engageait véritablement, vous pensez que si 5 ou 6 présidents africains décidaient, comme ils sont partis en Ukraine et en Russie, là, décidaient de venir aussi à Khartoum et de rencontrer les principaux... Ils ont peut-être peur d'être accueillis par... Ah non, non, non. Quand il y a guerre, quand des négociateurs ou des médiateurs viennent, les deux parties prennent toujours l'engagement de respecter certaines choses. On fait d'abord le cessez-le-feu, et puis on protège les contingents qui vont arriver. Si l'Union africaine s'engageait véritablement, les autres pays, les puissances, sont obligés de revoir leur position. Et il y a aussi des menaces de sanctions qui peuvent planer sur ces généraux-là. À un moment, ce n'est pas eux seuls qui constituent le peuple soudanais. Donc, on ne peut pas continuer par les laisser faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le pays est devenu comme une chasse gardée de ces généraux qui l'utilisent comme un terrain d'expérimentation des nouvelles armes acquises. Et puis aussi, on prépare le terrain au pillage. Au pillage, en fait. Quand il y a de ces guerres-là, ne voyez pas trop loin la main des puissances, puisqu'elles profitent pour pouvoir soutirer tout ce qu'ils peuvent sortir du pays. Prenez le cas de la Libye. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des chefs de guerre qui continuent pas à vendre le sous-sol aux étrangers, aux puissances? Aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan est très, très horrible et c'est déplorable. Si l'Union africaine est capable de faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, ou si des présidents, pour faire la phrase de la fuite, que ce sont les présidents africains, des initiatives de certains présidents africains, de certains présidents dont le président insiste de l'Union africaine, justement. Pourquoi ne pas s'attarder sur la crise au Soudan? Trouver une solution. S'il faut demander de l'aide à l'ONU et aux grandes puissances, mais faisons ça. Quel est le plan de sortie de crise aujourd'hui établi par l'Union africaine? C'est d'arriver à une transition gérée par des civils. Oui, en tout cas, c'est le plan de avec l'Union quelle africaine. action ou quelle stratégie pour en arriver là?
les civils continuent pas à perdre leur vie comme ça. Et le Soudan, qui n'est pas, je ne sais pas, un paradis, est en train de s'enfoncer tous les jours. Alors que si vous fouillez bien le sous-sol du Soudan, il y a des minerais, il y a des choses qu'on peut exploiter. C'est pour cela que cette impuissance encourage les généraux. Ces généraux-là, il faut les mettre de côté. Trouver peut-être des jeunes qui va les mettre de côté? Ben, il y a la possibilité. On a amené un contingent en Gambie pour, soi-disant, soulever le président qui a refusé de quitter le fauteuil présidentiel. Pourquoi au Soudan on envoie des Africains pour combattre en Asie, dans les forces de maintien de la paix? Pourquoi au Soudan, on n'arrive pas à trouver une solution et très vite, et on laisse la population mourir de faim, mourir de balles, de ces deux généraux-là qui, finalement, moi je les trouve qui sont des sanguinaires, des sadiques, et qui, des goujats, qui s'en foutent pas mal de la vie d'autrui. Je pense que l'ONU doit réagir d'une autre façon. Parce que de la même façon, quand il s'agissait de l'OTAN et puis de l'Ukraine, tout ça là, on a vu les déclarations, on voit comment on suit ça à la loupe, on voit même le reportage qui est fait quotidiennement, heure par heure, de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe avec la Russie. Mais bon, quand il s'agit du Soudan, on a comme l'impression que, ben, écoutez, laissez ces sauvages d'Afrique là, ils vont se battre un peu, et puis le plus fort va prendre après, on dit, bon, écoutez, merci maintenant, beaucoup, Emmanuel Vivien. Robert Kossigan, à côté, la guerre au Soudan fait environ 81 jours, pratiquement 3 mois que cela a commencé. C'était le 15 avril 2023. Finalement, elle se prolonge et Khartoum s'enfonce de plus en plus. Aucun des deux généraux n'est prêt aujourd'hui à lâcher prise. Oui, il faut revoir un peu l'histoire du Soudan. Le Soudan était toujours un théâtre de guerre, et puis parsemé de temps d'accalmie, et puis on reprend la guerre. Cela dénote la faiblesse des organisations sous-régionales africaines, ou voilà, des organisations africaines. Si nous prenons l'Union africaine, vous allez constater qu'elle ne fait pas le poids. Elle est plus sur papier, elle est plus théorique que pratique. Parce que qui aujourd'hui en Afrique va appeler ces deux généraux à cesser le feu et aller à la paix? Il y a plusieurs pays africains tentent la médiation. Il y a plus d'ingérence. Il y a plus d'ingérence de l'Occident dans cette guerre. C'est-à-dire que chacun défend les intérêts des Occidentaux. Sinon, dites-moi, que gagne aujourd'hui, que ce soit Emeti ou que ce soit l'autre Bourhan, de cette guerre, si ce n'est pas cette tonne macabre de vies humaines décimées? C'est tout. Donc, ça dit que l'Africain n'a pas encore ouvert les yeux pour dire que, ok, il est temps que nous faisons taire les guerres, les dissensions tribales et autres, et que nous nous attaquons à l'essentiel qui est aujourd'hui le développement. Ces deux généraux, je dirais, c'est une guerre d'ego. C'est-à-dire que Bourhan veut montrer aux autres que c'est lui, à Emeti que c'est lui qui détient la force régulière. Emeti aussi veut dire non, je ne peux pas tout ce temps vous servir comme peut-être l'homme le plus méchant qui décime les vies, et puis un jour on va me dire ok, on n'a plus besoin de vous. Tout ça là n'amène à rien. Si en principe vous allez constater qu'avec l'ONU on dit il faudrait une passation de pouvoir aux civils. Est-ce que si Bourhan gagne cette guerre ou Emeti gagne cette guerre, est-ce qu'ils seront prêts à remettre le pouvoir aux civils? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, moi, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas toujours l'esprit de guerre qui plane sous le Soudan depuis la nuit des temps et que personne n'arrive alors à freiner, qui est en train de faire son bonhomme de chemin? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux que ce soit les jeunes, les femmes, toute la population soudanaise, est-ce qu'elles peuvent être concentrées sur le développement du Soudan aujourd'hui? Non. Et même le cessez-le-feu, ne serait-ce que pour permettre aux vivres de l'ONU, pour aider la population à survivre. Les gens ne donnent même pas l'occasion à ce que alors ce convoi passe. Alors vous allez constater que ces gens-là sont des nécrophages à la limite. Donc moi j'ai dit, pour l'heure, il va falloir que ces deux généraux reviennent de leur piédestal pour dire nous sommes des humains, un jour nous ne serons plus de ce monde, et faire tenir compte alors de la situation, je dis, humaine.
de leur population, parce que ce qu'ils font dépasse l'entendement humain. C'est une guerre qui n'a pas de sens à moi. Selon moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ils se battent? Ils se battent pourquoi? Ils se battent contre les civils. Vous allez constater que même avant cette guerre-là, il y avait des mobilisations des populations pour demander à ces militaires de partir. Ouais. Cela a engendré beaucoup de morts. Depuis que c'est une histoire de paix qui a fait tomber Omar El-Béchir, et puis depuis lors, on dirait que les démons qui suivent Omar El-Béchir continuent par semer de la zizanie au sein de la population soudanaise. Et quand il y a eu accalmie et qu'il y a eu changement de main au pouvoir, il y avait eu un premier ministre civil qui n'a pas fait, voilà, qui n'a pas fait, qui a été déposé. Il y a la population qui est rentrée dedans. L'armée tire à balles réelles sur cette population-là durant des mois. Et après, c'est les deux généraux qui rentrent en scène. Demain, on ne sait pas. Mais moi, j'ai dit, c'est parce qu'il y a des mains des pouvoirs occidentaux entre les deux là. Ils ont des soutiens, on leur donne des armes, des munitions, on leur donne de l'argent, ne serait-ce que pour créer pour semer de la zizanie, pour semer du malheur sur leur propre sol. Et à la fin, demain, on va écrire une histoire concernant les Africains sur leur animosité, sur leur méchanceté vis-à-vis de leurs prochains. Ça ne nous amènera à rien. Vivement que les chefs d'État africains puissent se réunir, au lieu d'aller en Ukraine et en Russie, qu'ils se rendent, voilà, au Soudan pour leur dire cessez tout ce que voilà. Ah oui, puisque vous savez, si tous les chefs d'État prennent leurs avions et atterrissent aujourd'hui au Soudan, la donne va changer. Ça, c'est sûr. On ne peut pas tirer sur eux. On a vu Gnassingbé Yadema, en son temps, aller par pirogue au Tchad, mais on n'a pas tiré sur lui. Si aujourd'hui tous les chefs d'État sont mobilisés... Il faut aussi un certain charisme pour... Écoutez, mais la Maison Afrique appartient à tous nos chefs d'État. S'il y a feu dans un pays, ça veut dire qu'il y a feu dans l'autre pays. Si on veut faire montre, si on veut démontrer à l'Occident et aux autres continents que nous sommes organisés, il est temps qu'il y ait des actions fortes qui soient menées par nos chefs d'État. Si eux tous se mobilisaient, ils se rendaient aujourd'hui, comment on l'appelle, au Soudan, je crois que la donne va changer. Forcément. S'ils demandent aujourd'hui, et que ce soit Bourane, et que ce soit Emeti, alors quittent le Soudan, ils peuvent aussi les faire partie de sorte que la paix puisse revenir. Merci beaucoup. Jérôme Sossou, je le disais tout à l'heure, ça fait bientôt 3 mois que cette guerre a commencé. Finalement, ça continue, on ne sait plus vraiment quoi faire. Oui, mais c'est une guerre assez méchante que le Soudan n'ait jamais connue, à mon avis. Cette guerre est très, très, très méchante. Si on dit qu'on ferme 60 hôpitaux, aux populations, c'est-à-dire aux malades qui, en tout cas, meurent tranquillement dans leur chambre, c'est mauvais. Si la population n'arrive pas à trouver à manger, c'est mauvais. Et que la guerre devient de plus en plus atroce, c'est pas gentil, c'est pas bien. Et ce qui me fait peur, l'étape que la guerre est en train la tournure que la guerre est en train de prendre. On est en train d'enrôler des jeunes, des petits enfants, et ça prend l'allure ethnique. D'une guerre civile, effectivement. Dans le Darfour, il y a des tribus également qui annoncent leur entrée en guerre. Tout à fait. Soit pour un camp, soit contre l'autre. Tout à fait. Il faut se rappeler de ce qui s'était passé au Rwanda, en Sierra Leone et tout là. Et si cette guerre arrive à cette étape-là, ça serait beaucoup plus atroce aux populations qui, jusqu'à ce jour, ne savent pas à quel sens se vouer. Si l'ONU et l'Arabie Saoudite ont leur médiation, les États-Unis, voilà, si les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'ont pas pu quand même aller jusqu'au fond de leur médiation et que cette médiation a semblé échouer, je me pose beaucoup de questions. Pour le moment, oui, mais dans tous les cas, c'est vrai que le Soudan du Sud est en train de proposer sa médiation actuellement, comme certains autres pays limitrophes. Mais je me dis que les deux généraux là doivent quand même faire un examen de conscience. Ils tuent
leur population. Pourquoi? Honnêtement, quand on est dans une guerre comme ça, est-ce qu'on peut encore faire un examen de conscience? Oui, mais dans tous les cas, ils pourront le faire. Ils pourront le faire parce que je crois savoir qu'il y a des chefs d'État de l'extérieur qui les appellent. Il y a des organisations peut-être comme l'ONU, j'ai parlé tout à l'heure de l'Arabie Saoudite et puis des États-Unis, j'ai parlé tout à l'heure du Soudan du Sud. Plusieurs pays qui sont en train quand même de vouloir quand même aider le pays à cesser la guerre. Et donc, si toutes ces personnalités appellent les deux généraux, je crois qu'ils pourront quand même faire des examens de conscience pour se dire, en tout cas, cette guerre profite à qui? Si chaque général veut diriger le pays, je pense qu'il ne va pas diriger les morts. Je pense qu'il ne va pas diriger ceux qu'il tue. Mais s'ils arrivent à tuer tout le monde, finalement, ils vont diriger qui? Le pays vide? Ou ils vont diriger le pays, ils vont tuer leurs concitoyens pour que les États-Unis viennent diriger le pays? Alors là, ce n'est pas quand même bien. Et là où moi ça me choque, ça continue de me choquer, c'est l'UA qui n'arrive quand même pas à s'imposer. Je crois que... Alors, vous êtes le troisième intervenant et vous évoquez aussi cette affaire de l'UA. Oui. Que doit faire l'UA? Puisque bien avant que cette guerre ne se déclenche, l'Union africaine avait déjà sanctionné le Soudan et donc l'avait enlevé en tout cas de ces dispositifs de décision. Est-ce que l'UA a encore la main pour prendre une grande décision? Pourquoi pas? Si véritablement c'est une organisation assez solide, si c'est une organisation qui se fait respecter, je crois que si l'UA tape du poing sur la table, les deux généraux doivent quand même se plier. Puisqu'ils sont plus membres de l'UA, ils ont été suspendus. Justement, c'est de ça dont je parle. En réalité, est-ce qu'il faut les suspendre? Est-ce qu'il faut les suspendre? Ou d'être imposant? Mais c'est la même chose que la CEDEAO fait. La CEDEAO sort des communiqués. La CEDEAO ne prévient pas. En réalité, l'UA devait prévenir cette guerre. Si l'UA était une force très solide, une organisation africaine assez solide, assez respectée, je ne pense pas qu'il faudrait que nos organisations préviennent. Et comment prévenir? Il faut éviter la longévité au pouvoir. Il faut lutter contre les coups d'État. Ce n'est pas laisser les chefs d'État durer au pouvoir et après venir dire que, bon, on sort un communiqué, on dit, bon, vous êtes sanctionné, vous êtes ci, vous êtes... Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça, depuis très longtemps, on nous faisait comprendre que l'UA devait avoir une force militaire qui, en réalité, devait quand même intervenir lors de ces genres de ces situations. Mais on n'a jamais vu ces forces-là venir. On n'a jamais vu. La CEDEAO en avait parlé. On n'a jamais vu ces forces-là. Et maintenant, on ne veut pas quand même empêcher la longévité au pouvoir. Si vous n'arrivez pas à empêcher la situation au Soudan aujourd'hui, c'est ce qui cause cette situation. Mais oui, il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Si l'UA va nous dire qu'elle n'a pas vu venir cette situation, c'est faux. On devait quand même la prévenir. On devait quand même empêcher ces généraux-là quand même d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces organisations devaient quand même se donner cette force-là. Elle devait se donner cette force-là. Elle ne devait pas quand même faire les choses avec sentiment. Bon, peut-être ce chef d'État, c'est notre ami, il faut le laisser. Après, quand il y aura un coup de temps, on va sanctionner. Ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, Jérôme. Un dernier mot, Robert Kossigan à côté. Oui, l'UA aussi, la faiblesse de l'UA se dénote aussi dans la mesure où elle n'arrive pas à mettre des censures sur l'équipement militaire des pays en conflit. Or, nous constatons, ou nous avons l'habitude de constater qu'en Europe, s'ils ne veulent pas qu'un pays européen puisse importer des produits d'un certain pays, quand ils mettent la censure, le pays n'arrive plus à importer des produits de ce pays-là. Ici, ils ne contrôlent même pas. Voilà, ici l'Union africaine n'arrive pas à contrôler alors comment et quand nos pays alors
importe les armes et Mais tout. chaque Aujourd'hui, pays veut se défendre, du coup... non, c'est l'une des faiblesses. C'est d'ailleurs les chefs d'État qui proposent les membres de l'UA. Voilà. Mais Et ça donc, peut pas. donc, ça dit que l'UA ne parle pas d'une même voix. Sinon, ils peuvent aujourd'hui décourager alors les pays vers lesquels alors tendent les mains ces généraux pour importer les armes et les munitions, même de l'argent, parce que vous savez, une guerre est nourrie par l'argent. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui ils arrivent à affaiblir leurs sources d'approvisionnement en ressources financières, cette guerre doit cesser immédiatement. Merci Or, beaucoup. elle ne le fait pas. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie consacrée au Togo.